Précédemment dans Superstream, la série phénomène adolescence est-elle surcotée? C'était l'objet de notre grand débat du mois dernier et votre verdict est sans appel. Vous êtes 67% à ne pas avoir aimé le programme de Netflix et à être donc d'accord avec notre journaliste Cédric Choucroune. Serez-vous de nouveau d'accord avec nos invités du mois? Le défi s'annonce immense. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous mensuel avec Superstream, le podcast de télé-loisirs consacré au programme de streaming. Ce mois-ci, on vous propose de retomber en enfance sur Netflix avec le retour d'un héros irréductible et incontournable. Et puis, on vous fera voyager avec la nouvelle saison d'une série qui divise. Mais avant cela, on va passer au crible les sorties de ces dernières semaines avec nos chroniqueurs Marc Carlin, Émilie Lopez et Stéphanie Fuseau. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Hello. Alors c'est assez rare dans Superstream, mais ce mois-ci, nous ne sommes qu'amour. Et oui, on a eu beau chercher, on a chacun eu envie de présenter un coup de cœur, pas de coup de gueule donc ce mois-ci. Et on va commencer par toi Marc, avec une série qui promettait de nous faire rire. C'est sur Apple TV+, que ça se passe. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup les fictions qui parlent du coulisses du cinéma, des coulisses des séries, etc. Récemment, on a eu The Franchise sur Max, qui était vraiment sympa, sur le tournage d'un film de super-héros, avec bataille d'ego, d'acteurs, assistants réalisateurs dépassés, producteurs cyniques, enfin tout ce qu'on aime. Malheureusement, la série a été annulée après une saison. J'espère que ce ne sera pas le cas de The Studio, qui est donc la série de Apple TV+, avec Seth Rogen en tête d'affiche. Et là, on est dans la peau de Matt Remick, qui est un assistant, un exécutif, comme on dit, producteur, fraîchement promu à la tête d'un studio de cinéma. Un studio de cinéma fictif, je précise, qui s'appelle La Continentale. Et en gros, il arrive avec des rêves de grands films dans la tête. Il veut faire son Rosemary's Baby, son Annie Hall et tout ça. Il se retrouve à faire un blockbuster sur un personnage inspiré d'une friandise américaine qui s'appelle le Kool-Aid. Il essaie d'embarquer Martin Scorsese là-dessus. Voilà, c'est assez drôle. Il y a beaucoup de guests. Il y a Scorsese, il y a Charlize Theron, il y a Olivia Wilde, Zac Efron, Bryan Cranston. Enfin, Ouais. voilà. C'est assez, en termes de... Il y en a de guest 48. list, c'est je les ai impressionnant. comptés. Ouais. Et c'est super drôle, c'est très très rythmé. C'est presque un peu trop parfois. C'est-à-dire que le rythme est vraiment très effréné. On peut pas trop le binger, quoi. C'est un peu genre, waouh, ok, je vais un peu prendre de la pause avant de passer à l'épisode suivant. Voilà, il y a plein de références à des films pour les cinéphiles, c'est un vrai régal. Mais c'est quand même très accessible. Je trouve qu'il y a un côté un peu 10% aussi. C'est-à-dire qu'il y a le côté, tu vois, l'envers du miroir. Et puis aussi, c'est une satire. Donc il y a beaucoup d'humour. Ça donne pas forcément envie de bosser à Hollywood. Très franchement, ça a l'air assez horrible en fait. Ça a l'air d'être plus une machine à broyer des rêves qu'à les concrétiser. Mais voilà, c'est très très sympa. 10 épisodes de 30 minutes, 30-35 minutes. Voilà, The Studio sur Apple TV+. Alors Émilie, comme d'habitude, un peu changement d'ambiance avec toi. Tu vas nous parler d'un documentaire qui a fait beaucoup parler sur Netflix. Oui, moi je tenais à parler du documentaire qui s'appelle De Rockstar à tueur le cas Quentin, qui est disponible sur Netflix, qui a été fait notamment par Anne-Sophie Jeanne, qui est une journaliste du Point, qui à l'époque avait sorti un grand article sur l'affaire Quentin, où elle s'était pris pas mal de tombereaux de merde, hein, je suis désolée pour l'expression dans la tête. Par la suite, elle a fait un livre qui est bouleversant, qui s'appelle Désir Noir. Et là, pardon, elle revient donc avec, notamment elle, avec ce doc en 3 épisodes d'une quarantaine de minutes, qui revient non seulement sur le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat, le traitement médiatique à l'époque, qui est absolument, avec le recul, déplorable, gerbant, tout ce que vous voulez. Je vous rappelle qu'à l'époque, on parlait quand même de drame passionnel. On disait le pauvre Bertrand, et en vrai, Marie, elle était un petit peu faux-folle. On découvre aussi les rapports de Bertrand Cantat avec son ex-femme, qui, elle, avait témoigné pour lui au procès. C'est un doc qui est extrêmement bien fouillé, avec beaucoup d'intervenants, dont Lio, qui à l'époque avait fait le tour des plateaux pour rappeler que non, Marie Trintignant n'était pas morte d'un crime passionnel, mais d'un homme violent qui l'avait massacrée. Donc je suis contente qu'aujourd'hui on puisse enfin redorer un peu l'image de Lio, qui s'est retrouvée complètement bannie et insultée et méprisée à l'époque, et qui en fait est l'une des plus grandes femmes qui existent avec le recul. Merci Lio d'avoir porté la voix de Marie Trintignant, et surtout merci à Anne-Sophie Jeanne d'avoir fait
de cette affaire. Elle a utilisé tous les moyens possibles d'en parler et de rappeler que oui, Marie Trintignant a été tuée. Elle n'est pas juste tombée, elle a été tuée par une trentaine de coups. Et elle l'a fait à l'écrit, elle l'a fait dans un doc qui a eu une grande résonance. Et il faudrait plus de journalistes, pardon, je suis émue, Oui, comme Anne-Sophie Jeanne, ça s'entend, ouais. pour raconter ces histoires et les raconter de la vraie façon. Et rappeler que Marie Trintignant est une victime. Voilà. Marc, je crois que tu as vu le doc aussi Tout à fait. et que tu as eu l'occasion de t'entretenir avec Anne-Sophie Jeanne. justement. Exactement, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec elle. Je précise qu'elle a aussi fait un livre Oui. qui s'appelle Désir noir. Oui, je l'ai dit. Ouais. Voilà, je sais plus si tu l'avais dit. Alors, elle assume complètement la forme du doc. Il y a eu des critiques sur la forme, c'est-à-dire sur le montage, qui est très cut, très doc Netflix en fait. Très doc Netflix. Voilà. Et le fait de se mettre elle-même en scène, puisqu'on la voit, elle fait à la fois la voix off, elle est coréale et elle apparaît aussi à l'image. Elle assume complètement. Elle dit pour le montage, on a voulu faire une série doc Netflix, pas un reportage télé. Donc il y a certains cahiers des charges et des choses qu'on assume pour plaire au plus grand monde et au plus grand nombre, et aussi attirer peut-être les plus jeunes qui ne connaissent pas l'histoire. Pas l'affaire, ouais. Voilà, et qui ont peut-être besoin de cette forme true crime pour un peu être intéressés par l'histoire au début. Ce que je trouve très fort dans le doc, c'est les archives, notamment les auditions de Bertrand Cantat en Lituanie, où tu vois vraiment que déjà entre sa première audition et sa deuxième, il change de version. Il y a une certaine désinvolture, des fois, dans des réflexions qu'il a, qui est assez choquant. Et effectivement, comme tu disais, Émilie, on voit tout le traitement médiatique de l'affaire à l'époque, qui était quand même vraiment très limite pour certains médias. Donc, elle se positionne en disant, moi, je ne veux pas forcément blâmer les médias de l'époque. C'était une époque, on parlait moins du féminicide, on parlait moins de ces choses-là. Effectivement, le test du crime passionnel a été beaucoup mis en avant par le clan Bertrand Cantat et du coup a un peu infusé comme ça les médias. Mais c'est comme ça, on n'avait pas forcément le contrepoint par rapport à ça. Et aujourd'hui, avec le recul, on peut justement l'avoir, quoi. Et quand on voit les interventions, notamment de Pascal Nègre, qui encore aujourd'hui parle d'accident, je me dis que ce doc est vraiment nécessaire. Il faut que le plus grand nombre le voit, en fait. On parlait d'adolescence en disant que le gouvernement anglais voulait le montrer dans les écoles. En fait, montrer ce doc dans les écoles aussi, pour montrer ce que c'est que les violences conjugales. Et sur l'audition, donc c'est un document de 7 heures que Anne-Sophie Jeanne a pu visionner en intégralité. Elle m'a dit qu'elle avait vu 2 fois pour vraiment bien analyser les images. Alors évidemment, il n'y a que quelques minutes dans le doc. C'est un document, a priori, qu'elle a eu beaucoup de mal à obtenir par des sources qu'elle n'a pas voulu divulguer, évidemment. Voilà, donc c'est quand même un travail aussi, je crois que ça a duré 4 ans. Voilà, un vrai travail d'enquête. Moi, je trouve que c'est presque, tu vois, 3 épisodes de 40 minutes, c'est presque pas assez. Et voilà, mais après, bon, c'est comme ça, c'est le cahier des charges et c'est la façon dont Netflix, je pense, a voulu commander le doc. Mais voilà, il y aurait presque envie d'en voir plus, quoi, pour comprendre encore plus les mécanismes. Et surtout, on voit effectivement avec toute l'histoire de Christina Radi, donc son ex-femme, à quel point c'était un homme, violent, quoi. C'est pas juste effectivement, comme tu dis, un accident ou une affaire. Voilà, c'est des affaires, Bertrand Cantat, c'est pas une affaire. Ouais. Donc voilà, c'est un doc très fort. Alors, on va revenir à la fiction, cette fois avec ton coup de cœur, Stéphanie. C'est une série qui revient qui revient sur Netflix et qui revient pour des adieux. Ouais, c'est Les Adieux de You. Une série que j'adore depuis le début, qui a été pas mal critiquée dès le début aussi pour son anti-héros, pour les thèmes qu'elle aborde. Moi, cette dernière saison, j'en suis plutôt contente. On peut dire que ça commence comme un conte de fées, que ça se poursuit comme un thriller complètement rocambolesque et que ça se termine comme un film d'horreur. Donc, il y a un peu de tout, c'est très fourre-tout. Dans les points positifs, comme toujours, c'est la narration. Le monologue est super drôle, il y a vraiment du cynisme. Et ce qui est intéressant, c'est que ça te fait vraiment rentrer dans la santé mentale de quelqu'un qui ne va pas bien. Et donc, on comprend le cheminement qui fait qu'il est dans le déni, en fait. Nous, on comprend qu'il va se tromper, qu'il ne va pas sur la bonne personne, que ce n'est pas pour ça qu'il fait ça. Et en même temps, lui ne le comprend pas et je trouve ça intéressant. Après, ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est que j'ai l'impression que les auteurs nous font porter la responsabilité de ce qu'ils ont voulu nous faire aimer dans cette série. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu moralisateur. C'est-à-dire qu'il cherche à atténuer un peu le fait que ce personnage soit sympathique.
Donc, dans la série, et tous ceux qui vont le voir, je pense, vont avoir cette impression-là. Il est de plus en plus flippant, de moins en moins sympathique, assez effrayant, plus réaliste quelque part. Et donc, c'est un. Et je pense que. Un revirement, du coup, par Un rapport petit, au... ouais, je trouve que c'est un petit revirement qui correspond à ce qui s'est passé dans la saison 4, au fait que lui a compris qu'il avait une double personnalité et que finalement, il assume le fait d'être quelqu'un de mauvais. Et donc, cette saison-là, elle part sur ce principe-là, qu'il sait qu'il est mauvais et qu'il continue quand même à l'être. Et donc, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme ça ? C'est un peu la question que pose la série. Et c'est la question que pose le final, sans divulguer trop de choses. C'est pas le final, moi, que j'aurais aimé, mais je trouve que c'est un final très intéressant, parce qu'il pose plein de questions, à la fois sur le personnage, sur les histoires, sur nous, notre regard sur ce genre de personnage. Moi, j'adore les anti-héros. J'ai pas envie qu'ils disparaissent, parce que je trouve que c'est les personnages les plus riches des séries. Voilà, je trouve qu'on a le droit d'aimer Tony Soprano sans après vouloir tuer toute la planète. Ou Dexter. Ou Dexter. Et je trouve qu'il y a un côté exutoire à avoir ce genre de personnage, que c'est très fun en fait. Et cette série, ce qui je pense peut plaire aussi aux spectateurs, c'est qu'il y a un côté très fun. C'est-à-dire que le spectateur, il joue avec Joe, il nous donne des indices, nous on se dit ah, tu vas faire ça, ah cette nana elle va faire ça, etc. Des fois on est surpris, des fois on a raison. C'est vraiment comme un petit jeu, c'est très ludique. Et en même temps, il y a toute cette part de réflexion, on se dit ah ok, ouais, pourquoi j'aime ça, pourquoi lui je l'aime, pourquoi je l'aime pas, voilà. Donc c'est hyper intéressant, hyper riche, hyper dense. Et comme je disais, même si c'est pas la fin que j'aurais souhaité, je trouve que c'est une fin intéressante qui amène à beaucoup de réflexion. Et je pense que ça plaira. Ben moi, je vais vous parler pour finir d'une série qui vient de revenir également sur Netflix. C'est la saison 7 de Black Mirror, la série de science-fiction, la série dystopique qui interroge le rôle des nouvelles technologies et les conséquences qu'elles peuvent ou qu'elles pourront avoir sur nous. Donc ça vient de revenir et je trouve que comme d'habitude la série nous cueille. Charlie Brooker, le créateur, nous prouve encore une fois à quel point il est inventif, non seulement pour parler des nouvelles technologies, mais aussi pour les intégrer de manière vraiment très fine dans des histoires. Et en fait, on s'attend à voir une série de science-fiction, mais là où je trouve que Black Mirror est la plus forte, c'est justement quand elle va pas sur de la science-fiction pure et de la dystopie pure, avec des choses trop poussées, trop nouvelles technologies, des robots, etc. Mais au contraire, quand elle les intègre dans des histoires les plus humaines et les plus émouvantes possibles. Et en ça, je pense que le premier épisode de cette saison, qui s'appelle Des gens ordinaires, c'est un des meilleurs exemples de la série. Et pour moi, d'ailleurs, je pense que c'est un des meilleurs épisodes de la série aujourd'hui. Voilà, si on s'arrête sur cet épisode en particulier, ça raconte l'histoire d'un couple. Elle est institutrice, il est ouvrier dans une usine. Il roule clairement pas sur l'or. Et un jour, elle se retrouve avec un grave problème de santé qui fait que voilà, il se retrouve confronté à un choix. Pour la sauver, lui implanter un espèce de système électronique, informatique, qui va la sauver. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va y avoir des conséquences parce que ce système, ok, il est révolutionnaire, ok, lui sauve la vie, mais ils mettent le doigt dans un engrenage qui fait qu'ils vont devoir dépenser de plus en plus d'argent. Et là-dessus, ici, il y a quand même même si la série a beau être sur Netflix, il y a quand même aussi une critique de toutes les plateformes de streaming et ce genre d'entreprise. Ouais. Et l'épisode est absolument bouleversant. Voilà, avec Rashida Jones, Chris O'Donnell et Tracy Ellis Ross. Voilà, moi, c'est un des meilleurs épisodes de cette saison 7. Une saison 7 qui, bien sûr, est aussi, comme d'habitude, très variée, avec des univers très différents. On a plus de la science-fiction avec la suite de USS Callister, un peu à la Star Trek. On a un épisode un peu sur l'âge d'or hollywoodien, avec une partie en noir et blanc, Hôtel Rêverie. Steph, je sais que tu l'as vu. Toi, il y a un épisode en particulier qui t'a marqué, peut-être ? Bah, moi, USS McAllister, parce que j'avais adoré la première partie et que je suis une Trekkie. Mais ce que j'adore dans cette série, globalement, c'est que c'est concernant, en fait. C'est-à-dire que c'est des choses qui nous parlent, qu'on voit évoluer sous nos yeux là et qui nous font réfléchir à ce que ça pourrait devenir. C'est pas du tout, comme tu le disais, de la SF. Et il y a des choses, je pense, qui pourraient nous aider à utiliser des outils différemment ou à se projeter dans des questions comme l'épisode dont tu parlais. Voilà, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Donc, c'est une série qui est importante et qui apprend beaucoup de choses. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il se joue de nous aussi. Parce qu'il y a un épisode, en fait, où il y a un détail qui est différent. En fait, en fonction de Bête Noire. Ouais, exactement.
où il y a un petit détail, c'est un détail qui est important dans l'histoire et qui est différent selon qui regarde l'épisode. Oui, et puis ils ont aussi sorti un jeu vidéo basé sur le jeu vidéo qu'on voit dans l'épisode de Simple Jouet avec Peter Capaldi. Donc il y a aussi tout un univers et c'est en ça aussi que la série, à la fois Netflix et Charlie Brooker ont réussi à monter tout un univers autour de la série. Je trouve qu'ils font comme si on faisait partie de la série. Ouais, totalement. Et du coup, ça, c'est très agréable en fait. Et on va changer de registre avec le premier parti pris du mois. Voilà, c'est une série très attendue sur Netflix également, avec un héros particulièrement franco-français, Gaulois. gaulois.